Bonjour, donc je suis éditrice chez Berger-Levrault et je suis très heureuse de vous présenter ce premier numéro de Let's Talk Ouvrage, qui est un tout nouveau format que nous vous proposons. Et donc pour ce premier numéro, nous avons choisi un sujet d'actualité qui est l'égalité femmes-hommes. Donc c'est le sujet qui a été abordé par Élise Michaud et Marion Oderda dans leur livre Pour des politiques locales d'égalité femmes-hommes que j'ai eu la chance d'éditer. C'est un livre qui présente les outils que les collectivités peuvent mobiliser pour favoriser l'égalité, tant sur le plan interne qu'externe. Donc, avant de commencer, je vais vous donner quelques petites consignes techniques. Donc, si vous avez un souci technique, si vous n'entendez pas ou un autre problème de ce genre, n'hésitez pas à lever la main. Nous vous aiderons. Vous pouvez également poser vos questions dans le petit bloc dédié aux questions et nous y répondrons donc soit au long de la présentation, soit lors du temps dédié à la fin de la présentation pour répondre à ces questions justement. Et enfin, cette session est enregistrée. Du coup, vous pourrez ainsi la retrouver en replay sur YouTube si vous voulez la voir ou la revoir ou la partager. Donc, pour commencer, du coup, Marion et Élise, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots, s'il vous plaît? Et alors juste, est-ce qu'on se dit qu'on attend encore 2-3 minutes les derniers participantes ou en se disant que tout le monde n'est pas forcément connecté ou on y va maintenant? Je pense que les participants prendront en cours de route et puis pourront retrouver le début qu'ils ont manqué sur YouTube si besoin. Bon, alors vas-y Marion, commence. Donc bonjour à tous et à toutes. Donc moi je suis Marion Darda, je suis donc co-autrice avec Élise Michaud du manuel pour des politiques publiques locales d'égalité femmes-hommes. J'ai travaillé récemment comme responsable des études et de la communication du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. Et j'ai été dans ce cadre-là rapporteuse notamment du premier état des lieux et du second état des lieux du sexisme en France. Et j'ai rencontré Élise lorsque je travaillais auparavant en Seine-Saint-Denis comme conseillère auprès du président. Et c'est là que nous avons été amenés à travailler ensemble justement sur les questions d'égalité femmes-hommes au sein d'un territoire qui est le département de la Seine-Saint-Denis. Et c'est comme ça qu'on a eu l'idée d'écrire cet ouvrage à deux. Et donc moi je suis Élise Michaud. Actuellement je suis chargée de mission égalité femmes-hommes au département de la Seine-Saint-Denis. Donc c'est effectivement au département qu'on s'est rencontré avec Marion. Et j'ai une double activité, c'est-à-dire que j'ai aussi fondé un cabinet de conseil sur les questions d'égalité femmes-hommes qui s'appelle Olympe. Moi, mon parcours, j'ai fait de la communication avant de travailler sur ces sujets. J'ai notamment travaillé à la communication du département de la Seine-Saint-Denis. Et c'est en faisant la communication, notamment de l'Observatoire des violences départementales du conseil départemental, que j'ai commencé à travailler sur le sujet des violences et plus largement sur les questions d'égalité. Et j'ai ensuite fait un DU violences faites aux femmes à Paris 8 et c'est effectivement aussi à ce moment-là qu'on s'est rencontrés avec Marion. Et donc moi, ça fait un peu plus de 3 ans que je suis jour et nuit sur les questions d'égalité femmes-hommes. Du coup, donc, pour continuer sur la genèse de l'ouvrage, donc d'où vous est venue l'idée et pourquoi du coup écrire ce livre? Parce qu'on s'est rendu compte, on le voit depuis quelques années maintenant, et notamment depuis l'émergence de MeToo en 2017, que la question de l'égalité entre les femmes et les hommes, elle a pris quand même beaucoup d'importance dans le débat public, ce qui est très bien. Et puis les institutions diverses et variées ont quand même pris conscience qu'il fallait s'en saisir, se saisir de cette question-là. Donc il y a eu des grandes campagnes nationales et ça c'est indispensable à mon avis pour changer radicalement à la fois le système et puis les mentalités. Mais on sait également que sur ce sujet, on a besoin qu'à l'échelon le plus local, les collectivités puissent apporter leur pierre à l'édifice
On le sait, les collectivités locales sont l'échelon quand même d'hyper proximité, que ce soit les villes, les départements ou les régions. Et donc, c'est là qu'on a besoin de repenser, par exemple, l'espace public pour que les femmes s'y sentent en sécurité et s'y sentent bien, où la pratique du sport doit être pensée à la fois pour les femmes et pour les hommes, où la culture, le patrimoine, mettre en valeur aussi les femmes. Donc, toutes ces questions-là, on s'est dit qu'il y avait aujourd'hui quelque chose à écrire sur cette question-là. Et puis, c'est aussi depuis la loi du 4 août 2014, qui est la loi pour l'égalité réelle. Les collectivités locales, en théorie, depuis ce moment-là, elles ont des obligations légales. Elles ont obligation de poser des rapports en termes de ressources humaines, donc c'est-à-dire savoir combien ils ont d'agentes, combien il y a eu de promotions internes, combien il y a eu où en sont les salaires, etc. Et puis, à côté de ce rapport-là, normalement a été mis en place également des plans d'action. Chaque collectivité est censée avoir un plan d'action sur l'égalité entre les femmes et les hommes. Et donc, on s'est dit que quand on était chargé de mission sur cette question-là dans une collectivité, qu'on n'était pas forcément outillé et peut-être démuni parfois pour agir sur ces questions-là, on s'est dit, on va écrire cet ouvrage comme un manuel avec des fiches actions et qui soit destiné, que ce soit aux élus, aux chargés de mission, aux directions générales, à peu près à toutes les personnes finalement qui composent les collectivités territoriales pour en faire un outil utile. Voilà. Et donc, pour enchaîner également, donc, et en quoi, du coup, ce sujet est-il d'actualité selon vous? Alors, ce sujet, je pense il faudrait qu'il soit d'actualité de tout temps et tant qu'on n'a pas atteint l'égalité. Mais c'est surtout qu'il fait l'actualité depuis quelques années. Marion a parlé de MeToo, mais c'est vrai qu'en fait, je pense qu'il faut se rendre compte de l'importance du mouvement féministe, de ces femmes et de ces militantes qui ont fait émerger assez récemment des sujets comme on entend parler de la charge mentale, on entend parler de la précarité menstruelle, de l'invisibilisation des femmes, ou même de la culture du viol. Ça, c'est des choses qui sont quand même assez récentes et qu'on entend désormais un peu, entre guillemets, dans le débat public. Et c'est vrai, pour revenir sur MeToo, ça a quand même été donc en 2017 une espèce de déflagration incroyable. Je regardais les chiffres. Sur Facebook, le hashtag a été partagé 12 millions de messages et le hashtag a été partagé 12 millions de messages et de réactions dans les premières 24 heures. Donc en plus, MeToo, c'était un mouvement qui était vraiment mondial, à part certains pays qui n'ont pas vraiment participé. Après, il ne faut pas se tromper sur ce que c'est MeToo. MeToo, c'est pas une libération de la parole. En tout cas, nous, c'est pas comme ça qu'on le voit. On le voit comme plutôt à la fois les femmes qui se sont rendues compte qu'elles avaient toutes partagé des violences à un moment ou à un autre. Donc, ça a créé un espèce de collectif extrêmement fort. Et ça a aussi imposé du coup à la société d'écouter les femmes. Et c'est pour ça qu'en général, les associations, les militants disent plutôt que c'est pas une libération de la parole parce que les femmes ont toujours parlé, mais c'est plutôt une libération de l'écoute. Et là, on s'est mis à se dire, ah oui, en fait, il y a peut-être quelque chose qui fait système et sur lequel il va falloir travailler. Donc, pour moi, c'est pour ça que ce sujet, effectivement, est d'actualité. Mais Marion, tu as un autre argument, je crois, en tout cas, explication. Non, mais oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est un débat qui, certes, a émergé ces dernières années, mais qui finalement existe depuis assez longtemps. Et on n'avance pas encore assez vite, ça c'est autre chose. Oui, il y a eu quand même des évolutions législatives importantes, déjà depuis la fin du 19e siècle, en réalité, il y a des avancées législatives. Avec par exemple l'accès obligatoire des filles à l'école ou encore le fait que les femmes puissent disposer de leur salaire de façon autonome. D'ailleurs, on revient un petit peu sur tous ces aspects historiques aussi dans le manuel, puisqu'on fait toute une chronologie un petit peu des différentes lois qui existent. Et puis, c'est pas un sujet qui date de 2017, comme le disait Élise, mais c'est vrai que le constat qu'on fait, c'est qu'aujourd'hui, il y a énormément d'avancées législatives, il n'y a pas forcément une application, on va dire,
rigoureuse des lois en vigueur. Et donc, c'est aussi ça l'objectif, puisque ce qu'on peut voir, c'est que finalement, les chiffres ne bougent pas beaucoup, que ce soit dans la sphère privée ou dans la sphère professionnelle. On a 72% des tâches domestiques qui sont réalisées par les femmes. On a un écart de salaire de 24% qui existe toujours. On a des pensions de retraite pour les femmes qui sont à 40%. Et on a un chiffre également, c'est que 54% des allocataires du RSA sont des femmes. Donc, et puis bien sûr, les violences sexistes et sexuelles, où là, les femmes sont victimes à plus de 90% de ces violences-là. Donc, on a clairement aujourd'hui eu une évolution de la loi, mais qui ne se traduit pas encore par une égalité effective. Parce qu'on a besoin que les lois soient appliquées, mais on a aussi besoin que les mentalités changent plus et changent plus vite. Donc, pour rebondir, donc pour faire changer justement les choses, vous présentez donc les collectivités comme un échelon indispensable. Et quels sont du coup les conseils que vous donneriez à une collectivité qui voudrait s'engager dans une démarche pour l'égalité? Par où elle pourrait commencer? Ce qu'on a mis dans le livre, on a présenté ça comme les deux piliers, les deux choses à faire pour n'importe quelle personne et n'importe quelle collectivité, que ce soit sa taille ou ses compétences. Les deux choses à faire qui sont fondamentales selon nous, c'est se former et former toutes les personnes possibles et collecter de la donnée genrée. La formation, c'est vraiment alors la base sur tout plein de sujets quand on veut travailler sur ces sujets-là, mais ce qui est particulier au sujet d'égalité, c'est qu'au-delà de se former, il faut déjà en général aussi commencer par déconstruire tout plein d'idées reçues qu'on pouvait avoir sur ce sujet. Tout le monde a une opinion sur les questions d'égalité femmes-hommes, tout le monde a une idée, tout le monde a l'impression que ça change ou que ça change pas, etc. Parce que c'est quelque chose qu'on peut potentiellement vivre au quotidien. Moi, j'ai un peu l'habitude de dire, c'est pas comme de travailler sur la fission nucléaire. Quand on commence à travailler sur la fission nucléaire, a priori, justement, on n'a pas d'a priori, on est neutre, etc. Quand on travaille sur les questions d'égalité, même avec toutes les bonnes intentions du monde, il va sans doute falloir un peu déconstruire ces stéréotypes, ces idées reçues. Ce qui est quand même formidable, c'est qu'on a des ressources et des chercheurs et des chercheuses qui travaillent sur plein de sujets, qui ont fait des recherches, donc il y a vraiment une matière très importante. Mais du coup, voilà, la première chose, c'est vraiment se former, donc se former soi quand on prend par exemple un poste sur ce sujet-là, former les élus, former les agents ou les agentes, former aussi des partenaires, par exemple, quand on veut monter une politique publique culturelle, on peut former ses partenaires aux questions d'égalité. Voilà. Et quand on parle formation, c'est vraiment les journées de formation où on est mis en pratique, où on se questionne, on travaille en atelier, etc. On intègre aussi là-dedans toutes les sensibilisations qui peuvent exister, les sensibilisations qu'on va faire en fonction des grandes journées internationales, par exemple, ou d'organiser un festival sur un sujet. Les Lilas, par exemple, organisent en ce moment là, un festival du cinéma féministe. Typiquement, ça, on l'intègre aussi, dans le livre, on l'a aussi intégré dans cette idée qui était de faire de la formation. Et donc, la deuxième chose que je disais, c'était de collecter de la donnée genrée. Alors ça peut peut-être paraître un peu moins évident, et pourtant, c'est vraiment fondamental. Enfin, nous, on insiste vraiment là-dessus. C'est-à-dire qu'en fait, c'est indispensable de connaître son terrain, de savoir quel est son public, à qui on s'adresse et où se nichent les inégalités, en fait. Donc, quand je dis collecter des données genrées, ça peut aussi parfois être de les créer, parce que c'est possible que des fois, il y a des fichiers de participants, participantes, etc., mais qui ne sont pas des données genrées. Donc, c'est un vrai travail de rajouter des cases femmes-hommes, par exemple, d'avoir ce côté systématique quand on crée des questionnaires, que ce soit toujours avec une case femmes-hommes pour pouvoir analyser ensuite les données au prisme du genre. Et c'est par exemple, voilà, combien de personnes ont participé à cette activité, mais combien de femmes on a mis en avant dans ce festival, et sur cet équipement qu'on va mettre en place, a priori, on va regarder d'autres études et globalement, est-ce que c'est des équipements qui sont plutôt utilisés par des femmes, utilisés par des hommes, parce qu'on sait qu'il y a des inégalités qui sont partout. Et en plus, ça, les données genrées, même si ça peut avoir un côté un peu rébarbatif, vision tableau Excel,
c'est aussi, je pense, très utile pour convaincre. Parce qu'en fait, montrer des chiffres, c'est aussi une manière un peu d'engager les gens et qui sont même si on entend des fois qu'on peut tout faire dire aux chiffres, mais qui sont pas trop discutables en fait. Et ce que disait Marion, par exemple, sur les 54% de femmes qui sont allocataires du RSA, ben, ça veut dire que les femmes sont surreprésentées chez les allocataires du RSA. Donc peut-être qu'il va falloir y avoir une politique un petit peu différente sur la politique d'insertion auprès des femmes parce que justement elles sont surreprésentées. Donc ça, c'était un peu la base, voilà, les piliers, les fondements, c'était la formation et de mettre en place des données genrées. Mais évidemment, c'est pas les seules choses qu'il faut faire dans l'absolu. Ouais, l'autre aspect qu'on a souhaité aussi rappeler dans l'ouvrage, c'est de dire que il y a la question de l'égalité, c'est aussi une question de volontarisme politique. Et donc, ce qu'on met en avant également dans l'ouvrage, c'est le fait d'avoir une gouvernance claire sur cette question-là. Aujourd'hui, dans les exécutifs, on va dire au niveau mairie, département ou région, on retrouve souvent maintenant des élus chargés de l'égalité entre les femmes et les hommes. La question, c'est quelle place on leur donne et quels moyens on leur donne. Donc nous, ce qu'on a souhaité mettre en avant, c'est ça, c'est avoir au plus haut de la gouvernance de la collectivité une personne chargée de cette question-là. Il est nécessaire que cette place elle soit identifiée et qu'elle soit portée avec un engagement politique clair. Et on le sait, dans une collectivité, si les élus sont pleinement mobilisés, eh ben, la collectivité elle prendra cette orientation. Donc ça, c'est la première étape, c'est en effet de clarifier la gouvernance politique. Et puis ensuite, il est important d'avoir une personne en charge de ces sujets dans l'administration, c'est fondamental. Une ou plusieurs, bien sûr, mais au moins une qui soit référente sur cette question. Et puis, à mon avis, il faut aussi mettre en place des personnes relais parce que vous pouvez avoir, par exemple, au niveau de la direction générale de votre collectivité, une personne chargée de l'égalité femmes-hommes, mais si dans les directions et dans les services derrière, elle n'a pas de personne relais volontaire sur cette question-là, eh ben, ça va être un peu plus difficile. Donc, il va falloir diffuser dans les collectivités via des personnes relais, via des personnes qui sont formées, comme le disait Élise, bien sûr, parce que ce n'est pas des sujets qui s'improvisent, eh bien, réussir à diffuser un petit peu tout au sein de la collectivité cette orientation politique. Et puis, il faut également associer tous les partenaires de la collectivité, donc les organisations syndicales, puisque aujourd'hui, elles ont aussi une responsabilité sur ces questions-là, en termes de, représentation au sein de leur organisation et dans leurs revendications auprès des salariés. Et puis, bien sûr, il faut des moyens humains et financiers. Quelle que soit la taille de la collectivité et de ses moyens, il est toujours possible de faire quelque chose. On va aller de la collectivité très riche qui va pouvoir faire plein de politiques publiques avec des moyens humains et des moyens financiers. Et je pense que même au sein des petites collectivités, des petites villes qui vont avoir moins de moyens, à partir du moment où déjà elles savent qu'elles ont une personne référente sur la question et qu'elles ont des outils pour savoir ce qu'elles peuvent faire qui leur coûterait pas trop d'argent, en gros, par exemple, attribuer le nom d'une femme à un équipement municipal, a priori, ça ne coûte pas d'argent et c'est gratuit. Donc ça, typiquement, voilà, on a essayé aussi d'échelonner dans l'ouvrage selon un petit peu aussi les moyens de chacun, trouver des actions qui correspondent. Merci. On a une première réaction dans le chat où on nous dit qu'on partage complètement la nécessité d'un portage politique pour le plan d'action égalité. Ah oui. Voilà, et qu'il faut différencier le volet RH de l'égalité du volet politique publique, et c'est ce qui est fait d'ailleurs dans l'ouvrage. Ensuite, pour approfondir un peu les choses et donner des exemples pratiques, est-ce que vous pourriez citer des exemples d'actions qui sont mises en place par différentes collectivités Alors, moi, j'avais un exemple, j'en ai parlé tout à l'heure quand je parlais des sujets qui ont un peu émergé. J'avais un exemple sur la question de la précarité menstruelle.
Déjà, revenir, peut-être préciser ce que c'est que la précarité menstruelle. C'est en fait, pour les personnes qui ont leurs règles, ne pas avoir accès à des protections périodiques en quantité suffisante. Soit ne pas du tout en avoir, soit ne pas en avoir assez pendant les règles. Donc ça, c'est encore une fois un sujet qui a été mis en avant assez récemment devant de la scène, entre guillemets, et ça touche donc des personnes qui sont précaires, donc des personnes qui sont migrantes, des personnes SDF, mais aussi des étudiantes précaires ou des travailleuses précaires. Et donc, j'ai trouvé les chiffres. En France, c'est 2 millions de femmes qui sont touchées par la précarité menstruelle. Donc, c'est vraiment pas anodin. Et donc, pour lutter contre la précarité menstruelle, il y a des universités, des régions, des départements qui ont décidé d'installer des distributeurs de protection périodique. Donc de fournir en fait gratuitement aux personnes entre guillemets dont ils ont la charge. Donc par exemple un département ce sera les collèges, la région les lycées, de mettre à disposition gratuitement ces distributeurs qui sont en général mis proches des toilettes. Donc il y a plusieurs départements qui se sont engagés sur ce sujet-là. Il y a la Loire-Atlantique qui a fait un gros travail sur ce sujet-là, le département de la Seine-Saint-Denis, la région Île-de-France a équipé ou est dans un plan d'équipement de tous ces lycées avec des distributeurs de protection périodique. Après, on a encore un peu de chemin à faire parce qu'il y a l'Écosse qui a décidé que ce serait d'en mettre absolument partout et que c'était un devoir de l'État, en tout cas du gouvernement écossais, que chaque personne réglée ait accès à des protections périodiques gratuites. Et plus largement, c'est ça qui est aussi intéressant quand on travaille ce sujet-là, c'est qu'on travaille certes la question de la précarité menstruelle, mais donc du coup, on rentre sur la question des règles, qui est encore un tabou assez important dans notre société. Et donc du coup, on travaille aussi, on ouvre aussi un dialogue sur ce sujet, notamment par exemple avec les collégiens, les collégiennes qui sont l'âge, en tout cas c'est le moment où on va avoir ses premières règles quand on est au collège en général. C'est aussi questionner l'endométriose, qui est une maladie qui touche beaucoup de femmes et qui est très peu diagnostiquée, sur laquelle il y a très peu de recherches. Donc voilà, donc sur ces questions, sur ce sujet-là, moi j'avais envie de parler, de montrer cette action. Alors ça, pour le coup, c'est une action qui peut avoir, qui est assez coûteuse parce que les protections périodiques, c'est plutôt cher, donc c'est pas une action qui peut se faire comme ça sans avoir un peu de budget, mais en même temps, ça peut se programmer et être inscrit sur un budget d'investissement d'une collectivité. Et puis peut-être comme deuxième piste d'action, il y a la question bien sûr de l'éducation. Toutes les collectivités territoriales sont concernées puisque les villes vont avoir comme compétence la petite enfance et les écoles, les départements, les collèges et les lycées pour la région. Aujourd'hui, il y a une réflexion qui émerge de plus en plus dans le débat public également, c'est la question de l'organisation de l'espace dans les écoles. Et donc, on a vu ces dernières années un petit peu émerger ce sujet des cours d'école et notamment de la façon dont on les conçoit. Et donc, en général, elles sont conçues de façon assez simple, c'est-à-dire qu'au milieu de la cour, il y a un énorme terrain de sport qui est en général utilisé pour faire du foot. Et donc ça, en fait, au fur et à mesure des années, on s'est dit peut-être qu'en fait, c'est bizarre que du coup, il n'y ait que les garçons au milieu de la cour et que les filles soient en périphérie finalement de la cour d'école. Et ça, on se rend compte voilà, que ça arrive de plus en plus sur les questions de conception, sur les questions même d'urbanisme, plus largement des usages de l'espace public. Et donc, voilà, ça, on s'est rendu compte que c'était un sujet. Il y a, je crois que c'est la ville des Lilas qui a justement conçu là, sa première cour non genrée. Là, c'est sorti il y a quelques jours. Donc, ça peut être l'occasion de regarder un peu plus précisément. Mais donc, voilà. Et puis après, bien sûr, quand on est une collectivité locale, on a aussi le lien avec les établissements scolaires. Et donc, c'est là où on va pouvoir créer peut-être des projets pédagogiques territoriaux en lien avec les établissements scolaires, en lien avec des associations, puisque sur des sujets
sur des sujets comme l'égalité, comme l'éducation affective et sexuelle, comme les questions de violence et de consentement. Il y a plein d'associations qui interviennent sur ces questions-là, et donc ça peut être assez simple finalement de construire un partenariat, que ce soit par exemple avec le planning familial ou par exemple avec une association locale pour pouvoir monter des petites interventions en milieu scolaire ou des animations dans les écoles, dans les collèges ou dans les lycées. Donc voilà, ça c'est des choses qui aujourd'hui existent dans certaines collectivités. Et c'est vrai que c'est aussi des choses qui coûtent de l'argent pour le coup, mais où ça peut être aussi, à mon avis, organisé à l'échelon micro-local et qui peut être quelque chose qui finalement ne revient pas si cher que ça et qui permet d'avoir un premier pas avec des élèves pour échanger sur ces questions-là, sur l'égalité, sur le respect, sur la non-violence, sur l'éducation sexuelle, sur le consentement, toutes ces choses-là. Mais ce qu'on voulait, enfin là on vous donne des exemples, mais ce qu'on voulait, dans l'ouvrage effectivement on a essayé de donner des exemples sur un peu toutes les thématiques, mais vraiment quand une collectivité a envie de travailler sur l'égalité, elle va trouver des moyens de travailler sur l'égalité parce qu'il n'y a pas un sujet, il n'y a pas une action, il n'y a pas une compétence publique sur laquelle on ne pourrait pas travailler au prisme du genre et sans doute faire évoluer les pratiques. Vraiment, l'égalité, ça marche partout, en fait. Voilà, il y a vraiment pas un truc où on peut se dire, ah bah non, là, franchement, il y a très peu de politiques qui sont complètement neutres au regard du genre. Donc voilà, faut se lancer, faut essayer, se former, et c'est sûr qu'il y aura des actions qui vont émerger et qui sont à inventer aussi, parce que évidemment, on donne des exemples, mais après, chacun et chacune applique à son territoire, à ses envies aussi, ou sa volonté politique, comme on disait. Mais il y aura toujours moyen de faire des actions. D'où le besoin d'avoir des données genrées. Voilà, on reboucle. Du coup, merci donc pour cette présentation. On va passer aux questions-réponses. Donc, on a reçu différentes questions auxquelles je vous propose de répondre. Du coup, donc, on a une première question où on nous demande s'il y a des spécificités à prendre en compte lorsqu'on veut mettre en place une politique d'égalité en zone rurale. Alors, des spécificités, c'est évident. J'avoue, Marion et moi, on est plutôt des urbaines, entre guillemets, donc on a peut-être un peu moins travaillé, un petit peu moins d'expertise sur ces sujets-là. Et évidemment, c'est après ce qu'on disait tout à l'heure sur il faut se former, il faut avoir des données genrées. Pour le coup, ça s'applique effectivement qu'on soit dans une ville ou dans une zone plus rurale, entre guillemets. J'imagine qu'il y a évidemment notamment des données à avoir sur la possibilité de se déplacer et sur la mobilité qui n'est pas du tout la même. Et je pense que les enjeux de mobilité, déjà les enjeux des mobilités entre les femmes et les hommes sont très différentes, même en ville, mais j'imagine qu'effectivement c'est un sujet à travailler, notamment sur quand on parlait tout à l'heure de l'insertion. J'imagine que ça peut être très intéressant d'aller soutenir des projets pour que des femmes passent leur permis de conduire ou même apprendre à faire du vélo si c'est pas des distances qui sont trop longues, en sachant qu'encore une fois, sur la pratique du vélo, pour le coup, on a travaillé un petit peu sur ce sujet, la pratique du vélo, les femmes font beaucoup moins de vélo. Parenthèse, c'est pour ça aussi que quand les collectivités travaillent sur les questions de mobilité et sont à fond pour que les usagers, les usagères utilisent le vélo, il faut se rappeler que les femmes savent beaucoup moins faire du vélo que les hommes. Donc, soutenir des écoles de vélo qui font des cours en non-mixité ou des ateliers de réparation de vélo, c'est aussi très important. Donc, je pense que, en tout cas, la première chose à laquelle je penserais sur la question de la ruralité, c'est effectivement cette capacité à pouvoir se déplacer pour avoir accès à des services où, à mon avis, les femmes ont encore moins de facilité que les hommes à y avoir accès. Moi, il y a un autre sujet qui me vient à l'esprit, c'est la question de l'accès aux droits en général. C'est-à-dire qu'en zone rurale, on va avoir cette problématique-là. En effet, à la fois de la mobilité, ça c'est sûr, et puis la question de l'accès aux droits, de créer des politiques d'aller vers. Je sais que ça s'est fait dans certains territoires sur les questions de santé, par exemple, où on va mettre en place des dispositifs, on va dire, pour le faire très schématiquement, de bus de santé qui vont aller dans
dans des villages, dans des villes peut-être un peu plus petites et qui vont proposer de l'aller vers pour que justement les femmes puissent avoir accès à la santé. Je pense que ça se fait aussi sur l'éducation, sur les questions pardon, de sexualité et de contraception, excusez-moi. Donc voilà, toutes ces questions-là, je pense qu'il y a de toute façon sur les zones rurales la question de l'accès et de la mobilité, ça c'est évident. Et puis après, on va retrouver des problématiques qui sont les mêmes. On va retrouver la question des violences, on va retrouver la question… Enfin, en réalité, les problématiques des femmes, elles sont les mêmes partout. La question, c'est comment on les touche, à mon avis. Et c'est plus ça l'enjeu dans les zones rurales. C'est comment on va on va aller vers elles. Voilà. Comment on va aller les chercher. Mais pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure, et là encore une fois, pour travailler sur une politique sur la ruralité, enfin dans un milieu rural, politique d'égalité femmes-hommes, il va falloir avoir des données genrées. Mais l'importance des données genrées, je ne l'ai peut-être pas assez précisé tout à l'heure, c'est d'avoir des données genrées soi-même en son propre qu'on produit sur ses usagers et ses usagères, mais il faut arriver à les comparer avec des données nationales, avec des rapports nationaux qui sont faits ou avec des autres collectivités comparables. Et notamment, je pense, je ne sais pas si, mais Marion, elle a travaillé un rapport quand elle était au HCE sur le sexisme notamment, mais les rapports du HCE, et je crois que le HCE a travaillé sur les questions de ruralité et a fait des rapports sur ce sujet-là. Je crois que le Centre Hubertine Auclair fait des rapports sur ce sujet-là. Donc, quand on parle de faire de la donnée genrée, c'est la créer pour sa collectivité, pour soi-même, avec ses propres données, mais c'est aussi aller chercher les données disponibles sur cette thématique pour se comparer et pour voir si justement on est entre guillemets dans un peu la norme nationale ou s'il y a vraiment des écarts et qu'il va falloir du coup combler sur son propre terrain. Sur cette question, il y a un rapport de la délégation droits des femmes du Sénat qui est sorti hier, si ça vous intéresse. Voilà. Merci. Et on a également une réaction que je n'avais pas partagée au fil de l'eau, mais quand vous parliez des cours d'école et des loisirs, on nous citait également, pour compléter, les travaux d'Edith Maru et Joule, oui, qui est spécialiste de géographie du genre et qui a soutenu une thèse sur le sujet. Et c'est elle qui a travaillé d'ailleurs avec la mairie des Lilas dont parlait Marion tout à l'heure. C'est un peu la référente sur toutes ces questions effectivement de cours. Alors on a parlé des cours d'école, mais c'est intéressant aussi de travailler sur parce que les stéréotypes se construisent très tôt, donc c'est important de penser ce sujet très tôt. Mais ça fonctionne aussi pour les cours de collège ou les cours de lycée, qui alors évidemment plus on grandit, moins on va avoir cet aspect de jeu, mais on a toujours cette préemption de l'espace par les garçons, être au centre et les filles en périphérie et discrètes. Mais oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, ensuite, est-ce que vous pourriez nous indiquer les différents leviers qui sont à mobiliser pour mettre en place ces politiques d'égalité? On en a déjà évoqué quelques-uns tout à l'heure avec justement la question de la formation qui pour nous est vraiment centrale sur ces questions-là. La question bien sûr, donc comme le disait Élise, des données genrées et d'avoir des données en effet qu'on puisse utiliser de façon qualitative. Et puis ce qu'on disait également sur comme outil, il peut y avoir plein de choses. Par exemple, dans une collectivité, on peut essayer de travailler sur la façon dont on utilise l'argent public. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui budget sensible au genre, budget intégrant l'égalité, peu importe son nom, mais qui, en gros, pose la question de comment est réparti aujourd'hui l'argent public. Et ça, on le voit de plus pareil, c'est un sujet qui émerge un petit peu de plus en plus parce qu'on se rend compte qu'en effet, on a certaines politiques publiques qui sont quand même finalement très genrées. Et donc, comment on fait pour maintenir des équilibres, pour être sûr que l'argent public qu'on dépense soit autant utile aux femmes qu'aux hommes. Et donc ça, c'est par exemple un outil qui se met en place dans des collectivités. Je pense que c'est pas le plus simple à mettre en place en premier, mais ça commence. Je pense que c'est Élise qui pourrait en parler. Voilà, on commence, on tire le fil via, par exemple, le financement des associations et des clubs sportifs.
on va tirer le fil en partant des établissements culturels et en voyant quelle programmation à mettre en place, etc. Donc voilà, ça peut être un sujet, le budget intégrant l'égalité, c'est un outil, à mon avis, très utile, puisque ça permet d'avoir une vision objective sur ce qui est fait en termes d'argent public pour le coup. Merci. Et encore une peut-être dernière, ça dépend. Donc, quels sont un peu les angles morts des politiques actuelles d'égalité? Alors, je ne sais pas si c'est des angles morts pour tout le monde, mais nous, ce qu'on identifie, c'est qu'il y en a quand même certains. Le premier, c'est de ne pas oublier que lutter contre les violences faites aux femmes, c'est indispensable pour mettre en place des politiques d'égalité. C'est-à-dire qu'on n'aura pas d'égalité entre les femmes et les hommes tant qu'il y aura une femme sur 5 qui sera victime d'harcèlement sexuel au travail, une femme sur 10 victime de violences conjugales et 150 féminicides par an. Donc ça, je pense que c'est vraiment très important quand on veut monter une politique d'égalité, d'inscrire aussi ça dans ces projets. D'ailleurs, la loi de transformation de la fonction publique qui impose la mise en place d'un plan d'action égalité professionnelle instaure de travailler sur ce sujet-là. Et donc, encore une fois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y a la différence entre l'égalité professionnelle en interne de sa collectivité qu'il faut travailler et dans les politiques publiques. Pour le coup, les violences faites aux femmes, vous pouvez travailler sur les deux sujets. Vous pouvez travailler sur la question du harcèlement sexuel et puis vous pouvez travailler aussi avec les associations du territoire parce que c'est sûr qu'il y a des associations dans votre territoire qui travaillent sur ce sujet-là. Il y a un réseau hyper important en France qui lutte contre les violences faites aux femmes. Un autre angle mort quand même, c'est la question de l'intersectionnalité. Parce qu'en fait, certes, on promeut l'égalité entre les femmes et les hommes, mais il ne faut pas oublier que être une femme, ça peut avoir toutes les femmes ne se ressemblent pas et ne sont pas pareilles. Il y a des femmes qui sont lesbiennes, il y a des femmes qui sont noires, il y a des femmes qui sont porteuses de handicap. Et clairement, il faut aussi intégrer ça quand on travaille sur l'égalité. Et pour nous, mettre en place des politiques d'égalité, c'est aussi mettre en place des politiques de lutte contre le racisme. C'est aussi mettre en place des politiques d'accessibilité pour tous et toutes. Et c'est aussi évidemment lutter contre la LGBT-phobie, la transphobie, etc. Et ça, c'est vraiment quelque chose que sortir un peu de cette idée du féminisme blanc, là où tout le monde, où il y a deux différences, les femmes et les hommes, et après tout le monde est pareil. C'est vraiment beaucoup plus complexe que ça, et ça rend aussi les projets plus intéressants. De travailler ces sujets-là. Il y a la question de la grossophobie aussi en plus, parce qu'en plus, voilà, donc, la grossophobie, c'est le rejet des personnes et les discriminations des personnes grosses. Et quand on est une femme grosse, on est encore plus victime que quand on est un homme gros. Donc voilà, faut arriver à intégrer ces sujets-là et se former et écouter les militantes qui sont des militantes lesbiennes, des militantes qui luttent contre la grossophobie. Donc voilà, la question de l'intersectionnalité. Après, moi, il y a un sujet, j'ai l'impression de le voir un petit peu émerger, mais on n'y est pas encore. Marion en parlait tout à l'heure sur les inégalités entre les femmes et les hommes. Les femmes, elles font encore, selon l'INSEE, 1h26 de tâches domestiques en plus par jour. Donc ça fait presque 9 heures par semaine. Hein. Et donc c'est un travail qui est non rémunéré. Mais c'est un travail d'aller chercher les enfants, de s'occuper d'une personne âgée, de faire les courses, de faire le ménage, etc. Et est-ce qu'on va arriver à atteindre l'égalité salariale alors que les femmes sont à temps partiel parce que notamment elles ont des tâches domestiques à partager? Est-ce qu'on va arriver à rémunérer ce travail-là ou à faire qu'il soit plus partagé entre les femmes et les hommes? Et je pense qu'en fait, il va falloir arriver à se dire que c'est pas du privé en fait. Il y a souvent un slogan féministe qui dit l'intime est politique. Ouais, les tâches ménagères, les tâches domestiques, c'est aussi politique et je pense que c'est intéressant de s'arrêter sur ce sujet-là et de réfléchir ce sujet-là. Puis en plus, sur ce sujet-là, je pense que tout le monde est assez lucide et on parle quand même de la double journée des femmes, donc on sait très bien que les femmes
ont à la fois leur poste de chargé de mission au boulot et, comme tu le dis, Élise, souvent, leur poste de chargé de mission à la maison, quoi. Ouais. Sauf qu'elles sont effectivement pas rémunérées pour ce deuxième travail. C'est le problème. On est d'accord qu'un travail non rémunéré, ça s'appelle pas un travail ou des tâches domestiques, normalement. Autre nom. Merci. Et enfin, j'ai une dernière question qui a été posée, qui demande quels seraient les conseils que vous donneriez à une personne qui travaille dans les services d'une collectivité ou d'une structure qui ne porte pas ces questions. Quelles sont les marges de manœuvre et en plus, on a aussi une autre remarque d'une autre personne qui travaille dans une communauté de communes et qui dit que l'État met la pression sur les EPCI sur différentes questions via les contrats de territoire, donc la transition écologique, les mobilités, la gestion de l'eau, et que du coup, c'est très difficile de rappeler sans cesse les questions d'égalité parmi ça. Donc, quels seraient un peu vos conseils Moi, je Moi, je réponds. dirais que l'idée, c'est de pas désespérer. De pas désespérer et d'arriver à trouver des alliés parce qu'il y en a forcément. C'est évident. Enfin, je Il me faut doute que trouver les Marie. gens, il Ouais. faut trouver dans les réunions, dans des discussions informelles, il faut trouver les alliés. Il faut les trouver. Dès qu'on trouve quelqu'un qui est à peu près d'accord sur un sujet, et ben, il faut se dire, voilà, il faut essayer de bricoler, essayer de monter des projets qui au début vont peut-être être, des petites choses, mais un café débat le 8 mars sur le sujet de l'égalité femmes-hommes, bah, c'est déjà un premier step, enfin, c'est déjà une première étape, quoi. Donc, moi, je suis totalement d'accord avec Élise là-dessus. C'est chercher des alliés et puis essayer de monter des petites choses. Et puis après, ne pas hésiter à rappeler que quand même, hein, il y a des obligations légales. Donc, normalement, il y a des votes dans les instances. Il y a un rapport de situation comparée et un plan d'action. Donc, essayer de se saisir de ces outils-là pour travailler dessus. Et puis, la deuxième question, c'était oui, l'État met la pression sur certaines missions et pas sur d'autres dans certaines collectivités. Oui, malheureusement, aujourd'hui, la loi de 2014, elle est très mal appliquée. En réalité, il y a même, je pense, le Haut Conseil à l'égalité avait fait une étude, justement, je crois, ça doit dater de 2019, donc c'était 5 ans après. On avait peut-être quasiment toutes les régions et un grand nombre de départements qui avaient mis en place la loi. On n'avait pas de vue du tout sur sur les municipalités et à mon avis sur les communautés de communes encore moins. Donc typiquement là-dessus, en effet, il y a besoin que le ministère en charge des collectivités territoriales veille aussi au grain, entre guillemets. C'est-à-dire qu'en effet, là-dessus, et c'est là où on touche les limites de ce que je disais tout à l'heure sur l'application des lois, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des textes législatifs, il y a des obligations légales, mais malheureusement, on n'est pas du tout bien sur l'application concrète de la loi, et qui est pourtant une loi récente en plus. Donc voilà, mais là-dessus, il n'y a pas vraiment de régulation, de savoir où on en est. Je ne suis pas sûre qu'il y ait quelqu'un qui tienne un tableau Excel pour savoir où on en est de l'égalité entre les femmes et les hommes dans chacun des territoires en France, malheureusement. Mais sur cette deuxième question là que vous posiez, enfin que vous rapportiez, Clémence, donc moi j'entends que en gros on met la pression sur plein de sujets, sauf sur la question de l'égalité femmes-hommes. Je pense qu'il faut prendre le truc à l'envers. C'est-à-dire que par exemple, si on vous met la pression sur les questions de transition écologique, vous allez vous dire, ok, mais la transition écologique, si on ne la pense pas au prisme du genre, on passe à côté de notre sujet et on ne va pas être efficace. Donc j'entends qu'effectivement on n'exige pas de travailler sur ce sujet-là, mais je pense qu'il faut prendre le truc à l'affaire, c'est-à-dire sur les sujets dans lesquels on nous demande de travailler, comment j'intègre la question de l'égalité femmes-hommes. Et sur la question de la transition écologique, on peut en revenir à ce que je disais tout à l'heure, par exemple, notamment sur la question de la mobilité ou la question de, par exemple, supprimer la voiture, etc., dans les centres-villes. Ça, c'est typiquement une politique qui va toucher en priorité les femmes parce que c'est les femmes qui font les trajets courts, qui font les taxis, là, vous savez, ces journées. Donc, quand on pense transition écologique, c'est indispensable d'intégrer la question du genre. C'est pareil quand on va aller avoir des politiques de transition écologique, d'économie d'énergie ou par exemple d'économie d'éclairage. Je suis désolée, mais
arrêter l'éclairage public pour des questions environnementales ou de biodiversité, ça va à l'encontre de tous les politiques publiques qui peuvent être portées sur justement faire que les femmes s'approprient l'espace public et se sentent bien dans l'espace public. Donc, j'entends qu'on ne vous met pas la pression sur ce sujet-là. Ben, moi, je me dirais, faut être plus malin ou plus maline. Et du coup, se dire comment j'intègre dans les sujets sur lesquels on met la pression, comment j'intègre l'égalité, en expliquant que justement, si on n'intègre pas l'égalité, encore une fois, on ne va pas être efficace. Parce que on ne va pas s'adresser à tout le monde. L'argent public ne va pas être dépensé de manière efficace. Donc, je retournerai un peu l'objet. Pardon. Ben, merci pour ces réponses aux questions qui ont été posées. On a une dernière petite remarque dans le chat où une personne nous dit qu'avec le plan d'action, justement, les préfets peuvent un peu mettre la pression et mettre des amendes si l'obligation légale n'est pas respectée. Donc, c'est quelque chose qui est important de rappeler. Oui, tout à fait. Il y a un fonds de dotation qui a été créé et les amendes et effectivement les préfets vérifient qu'on leur donne les plans d'action. Donc à minima, il faut le faire. Après, encore une fois, le préfet vérifie pas l'application, qu'il y a un tableau de suivi, qu'il y a des groupes de travail qui se réunissent. Mais encore une fois, c'est un début et ça fait que les gens vont commencer à intégrer ce sujet et à chausser les lunettes du genre, comme on dit dans l'ouvrage. Ben, merci. On arrive à la fin de cet échange. Donc merci pour ces propos et ces échanges très instructifs. Nous vous remercions également d'avoir suivi ce webinaire. Vous pouvez retrouver l'ouvrage d'Élise Michaud et Marion Oderda sur notre boutique en ligne. Le voilà en vrai. Donc vous avez une petite réduction sur notre boutique en ligne de 5% jusqu'au 15 novembre. Et vous pouvez également le retrouver dans toutes vos librairies. Et du coup, si on n'a pas répondu à l'une de vos questions ou si vous en avez encore, n'hésitez pas à nous contacter. Du coup, il y a l'adresse dans le chat qui est webinaire@bergerlevaux-.com. Et nous vous souhaitons donc une très bonne journée. Merci beaucoup. Bonne journée. Clémence.